Pourquoi une capitale pensée pour l'ordre est-elle devenue l'une des villes les plus complexes et les plus fragmentées du monde? Delhi. Cette ville ne ressemble à aucune autre capitale de la planète, ni à Washington, avec son urbanisme strictement planifié, ni à Dakar, dont la croissance suit encore un schéma côtier structuré, ni même à Tokyo, l'une des mégalopoles les plus vastes mais remarquablement organisées. Delhi est différente, éclatée, tentaculaire, traversée d'axes monumentaux mais marquée par une densité extrême. Une ville ancienne et moderne à la fois, un palimpseste où se superposent civilisation, empire, colonisation, indépendance et mondialisation. Et pourtant, malgré son statut politique et son rôle stratégique, elle est devenue un défi quotidien pour une grande partie de ses habitants. Avec plus de 30 millions d'habitants en 2025, Delhi est aujourd'hui la 4e plus grande ville du monde. Mais son histoire, sa fragmentation, ses contrastes, tout cela explique pourquoi elle semble être devenue une mégalopole complexe et inégalitaire. Alors, comment en est-on arrivé là? Restez avec nous pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette question cruciale. Bienvenue sur We Emerge, le meilleur endroit pour s'inspirer et faire la différence. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est parti! À l'origine, Delhi ne ressemblait en rien à la mégapole tentaculaire que l'on connaît aujourd'hui. Elle n'était pas pensée comme une capitale, ni même comme une ville unifiée. Dès les premiers établissements proto-historiques autour du site de Puranakila, Delhi apparaît comme une constellation de cités successives, bâties, abandonnées, réinventées au rythme des conquêtes. Une ville qui ne cesse littéralement de renaître. On évoque souvent les 7 Delhi, mais la réalité est bien plus dense. Elle commence avec Lalkot, première forteresse établie par les Tomar Rajputs et agrandie plus tard en Qila Rai Pithora par les Chauhans, puis vient Siri, la cité militaire d'Alauddin Khilji, suivie de l'imposante et maudite Tughlaqabad, érigée par Ghiyasuddin Tughlaq. Son successeur fonde ensuite Jahanpana, conçu pour unifier les villes précédentes. Au milieu du XIVe siècle, Firozabad, bâti par Firoz Shah Tughlaq le long du Yamuna, marque une nouvelle étape. Puis, sous les Souris, Shergar, autour de l'actuel Puranakila, redonne vie au site d'Indraprastha avant que les Moghols n'imposent leur propre vision avec Shah Jahanabad, la somptueuse capitale de Shah Jahan. À ces strates successives s'ajoutent ensuite Delhi britannique, Delhi indépendant, puis la Delhi globalisée, née des réformes économiques d'après 1991. Delhi est ainsi une ville stratifiée, un paysage historique en couches successives où chaque pouvoir, chaque dynastie, chaque époque a inscrit son propre récit dans l'espace urbain. Longtemps, Delhi s'est développé de manière organique, sans plan imposé. La logique du climat, du soleil, du vent et du commerce a guidé son urbanisme. Shah Jahanabad, fondée au XVIIe siècle par Shah Jahan, en est l'exemple parfait. Ruelles étroites qui s'enroulent comme des veines, maisons autour de cours intérieures, bazars labyrinthiques où l'on marchande, vit et prie. Une vie communautaire si dense qu'elle devient elle-même une forme d'urbanisme. Delhi se comportait comme un organisme vivant. Mais cette ville intuitive, parfaitement adaptée à son époque, sera vite dépassée par l'explosion démographique du XXe siècle. Puis tout bascule. En 1911, les Britanniques décident de déplacer la capitale de Calcutta à Delhi. Ils veulent une ville impériale, une vitrine du pouvoir colonial. Entre 1911 et 1931, Lutyens et Herbert Baker dessinent New Delhi. De longues avenues rectilignes, des perspectives géométriques, de vastes espaces verts, des bâtiments administratifs écrasants, un urbanisme inspiré d'Haussmann et des théories européennes du jardin urbain. Le contraste avec Old Delhi est brutal. D'un côté, la ville coloniale,
ordonnée, hiérarchisée, aérée. De l'autre, la ville ancienne, dense, populaire, chaotique. New Delhi devient une ville à deux vitesses. Les colons vivent dans des bungalows spacieux, isolés par la verdure. Les habitants locaux sont repoussés plus loin, dans des quartiers périphériques ou informels. Cette fracture n'est pas seulement spatiale, elle devient structurelle. Et elle survivra à l'indépendance. En 1947, l'Inde accède à l'indépendance. Mais la joie nationale est immédiatement brisée par la partition. Cette année-là, Delhi devient l'épicentre de la plus vaste migration forcée de l'histoire contemporaine. Environ 350 000 musulmans fuient la ville pour rejoindre le Pakistan, tandis que plus de 500 000 hindous et sikhs arrivent à Delhi en quelques mois seulement. La capitale est totalement submergée. La nourriture manque, les trains sont arrêtés, les hôpitaux débordent, les réseaux urbains cessent de fonctionner. Les familles se réfugient où elles le peuvent. Les ruines de Purana Killa et du tombeau de Humayun se transforment en immenses camps de fortune où s'entassent des dizaines de milliers de nouveaux arrivants. Entre 1947 et 1951, la population bondit ainsi de 900 000 habitants à plus d'1 700 000. Les camps d'urgence se pérennisent et deviennent, dès le début des années 1950, de véritables quartiers. Lajpat Nagar, Karol Bagh, Malviya Nagar, Rajinder Nagar, South Extension. C'est le premier moment où Delhi grandit plus vite que la ville elle-même. Les autorités comprennent qu'il faut planifier, organiser, moderniser. Avec l'aide de la Ford Foundation, Delhi adopte en 1962 son premier plan directeur. Mais comme le souligne The Guardian dans son article « Le rêve moderniste de Delhi se révèle être une chimère », les fondements même de ce plan ambitieux étaient largement importés. Loin du tumulte de l'indépendance, 8 consultants britanniques et américains s'étaient réunis à Berkeley, en Californie, pour examiner des cartes, élaborer des plans et concevoir les maquettes de la future capitale indienne. Leur programme, dirigé par l'urbaniste new-yorkais Albert Mayer, fut baptisé The Delhi Imperative, avec l'ambition d'appliquer les principes du mouvement des cités-jardins anglaises à la forme urbaine chaotique et tentaculaire de Delhi. Le résultat est un urbanisme théorique pensé à distance, une ville segmentée en ville-anneau parfaitement ordonnée sur le papier et confiée à l'autorité de développement de Delhi dotée de pouvoirs considérables. Expropriation, nationalisation des terres, gel du développement privé. Pourtant, le financement reste dérisoire. À peine $1 million, note encore The Guardian. Et le plan néglige totalement les habitants les plus pauvres, pourtant au cœur du fonctionnement réel de la capitale. Ainsi, la Delhi de 1962 se retrouve prise entre deux modèles. D'un côté, la capitale idéale imaginée depuis Berkeley, de l'autre, la ville vécue, dense, ancienne, résistante. La planification tente de s'imposer, mais Delhi lui échappe. Deux géographies se superposent et ne coïncident jamais. Les années 1990 marquent un nouveau tournant. En 1991, l'Inde s'ouvre à l'économie mondiale. Le capital afflue, les multinationales arrivent et Delhi veut devenir une World Class City. C'est l'époque des méga-projets. Kidwai Nagar, Nauroji Nagar, Dwarka, des nouvelles zones métropolitaines comme Noida ou Gurugram. Du Transit Oriented Development, des modèles importés, villes compactes, villes à 15 minutes, Smart City. Le métro, inauguré en 2002, restructure tout. Il devient l'ossature de la mégapole. Mais cette modernité crée une autre fracture. D'un côté, des enclaves privilégiées, Chanakyapuri, Civil Lines, Hauskas, Greater Kailash, verdure, sécurité, services fiables, de l'autre, les périphéries oubliées. Selampur, Sangam Vihar, Jahangirpuri, Narela, Balsoi. Une métropole économiquement dynamique mais profondément fragmentée socialement et spatialement. Chaque hiver, Delhi se transforme en un épais brouillard toxique.
Le mélange du trafic automobile massif, des industries, des briqueteries, des chantiers et surtout des brûlis agricoles du Pendjab et de l'Haryana fait grimper la pollution à des niveaux extrêmes. L'air se charge alors de particules fines, de fumée âcre et de poussière en suspension, plongeant la capitale dans un brouillard toxique qui provoque des maladies respiratoires, oblige les écoles à fermer et rend parfois l'air irrespirable jusque dans les habitations. Cette pollution chronique, dont les pics dépassent fréquemment les seuils recommandés par l'OMS, tue plus de 17 000 personnes par an, l'un des taux de mortalité environnementale les plus élevés au monde. Certains enfants doivent recourir régulièrement à des nébuliseurs et de nombreux habitants décrivent des brûlures oculaires, des toux persistantes ou des irritations constantes dès qu'ils mettent le pied dehors. À cette crise sanitaire s'ajoute un défi structurel, la mobilité. Malgré la présence d'un métro moderne et étendu, les routes restent saturées, où piétons, motos, voitures se disputent chaque mètre carré. Cette cohabitation chaotique révèle la difficulté de Delhi à absorber sa croissance, prise entre infrastructures modernes et développement informel massif. La gouvernance de Delhi est complexe et morcelée. Le gouvernement local, le gouvernement fédéral, plusieurs municipalités, MCD, NDMC, le conseil de cantonnement et des agences nationales exercent des compétences qui se chevauchent, entraînant retard, conflits et inertie bureaucratique. La planification urbaine se heurte à la fragmentation institutionnelle, aggravée par la corruption et les luttes politiques. Résultat, la ville progresse au ralenti, incapable de résoudre efficacement ses problèmes structurels. Delhi manque cruellement de ressources en eau. Les quartiers riches disposent d'un approvisionnement continu, tandis que les zones vulnérables dépendent de camions-citernes, de puits ou de forages. Cette hydrologie à plusieurs vitesses souligne l'inégalité flagrante entre habitants, reflet des fractures sociales qui traversent la capitale. Malgré ces fractures et ces défis, Delhi reste un centre culturel majeur, un cœur politique et un poumon économique du nord de l'Inde. Son patrimoine, son dynamisme commercial et son rôle stratégique en font une métropole unique. Cependant, la question reste ouverte. Delhi pourra-t-elle absorber 40 ou 50 millions d'habitants d'ici 2050 sans s'asphyxier? Sera-t-elle une capitale planifiée, durable et inclusive, ou une mégapole fracturée et vulnérable? La réponse dépendra de sa capacité à conjuguer planification urbaine, gouvernance cohérente et inclusion sociale. Car Delhi n'est pas une ville figée, elle évolue, se recompose et absorbe sans cesse de nouvelles influences. Plus qu'une cité en mutation, c'est un organisme vivant, toujours en train de se réinventer.